Les amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un seul homme. Cet homme qui annonce le début de la fin de l'œuvre One Piece, j'ai nommé le terrible, le charismatique et le surpuissant Rocksteady Xebec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1145 qui se nomme Incendie sur la 8e route forestière du 2e district, faisant directement référence à l'incendie provoqué par Loki sur l'arbre d'Adam d'Yggdrasil. Bon les amis, c'est vrai que sur les deux derniers chapitres de One Piece, je n'ai pas fait d'analyse. Bon, je trouvais que ces chapitres n'étaient pas particulièrement intéressants. Du coup, je n'ai pas eu, on va dire, la motivation nécessaire pour faire l'analyse de ces derniers. Du coup, ce chapitre-ci, je le trouve vraiment fort intéressant et j'ai comme l'impression que ce chapitre annonce le début de la fin de One Piece, avec justement la présentation d'un personnage mythique et légendaire de cette œuvre, à savoir Rocksteady Xebec. Étant donné qu'il y a quelques semaines, Oda nous a annoncé en interview qu'il comptait mettre fin à l'œuvre One Piece en 2026, je crois, c'était en juillet ou octobre 2026, je ne sais plus exactement le mois. Du coup, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que Oda, il va accélérer le rythme de One Piece. One Piece sera maintenant en accéléré et là, on n'est plus sur les questionnements, étant donné que j'ai l'impression que les 1000 premiers chapitres de One Piece jusqu'au 1044e même chapitre de One Piece, j'ai l'impression que là, on était encore sur des questionnements qui étaient posés par rapport à certaines intrigues. Et là, maintenant, avec ce chapitre 1145, j'ai l'impression que on amorce petit à petit les réponses aux questions qui ont été posées durant les 1044 premiers chapitres de l'univers de One Piece. Donc du coup les amis, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1145 de One Piece. Chapitre que j'ai trouvé, on va dire bon, presque très bon, mais bon parce que voilà, ça aurait pu être très bon, mais il n'y a pas assez de scènes marquantes dans ce chapitre pour obtenir le très bon. Du coup, je vais lui donner une note de 7 sur 10, peut-être même 7,5 sur 10. Donc, les amis, on va directement entrer en plein dans l'analyse et la review de ce chapitre 1145 de One Piece. Alors, commençons avec la colosse près de ce chapitre. La colosse près de ce chapitre est représentée par une magnifique image sur laquelle on retrouve tous les Mugiwara qui sont devant des écrans sur lesquels il y a un Luffy en mode Gear, c'est modèle Nika. Franchement, on va pas se mentir, cette image, elle est juste magnifique. Franchement, l'image, elle est juste trop belle. Et moi, ça me donne une air un peu rafraîchissante, c'est-à-dire l'image, elle est extrêmement rafraîchissante. C'est ce qu'il y a de plus plaisant dans cette image. Et cette complicité là entre les Mugiwara, cette air de familiarité là qu'il y a entre eux, c'est-à-dire on a vraiment la sensation que là c'est une vraie famille, que Luffy a vraiment créé une vraie famille et qu'il y a cette complicité là, cet amour là et tout. Non, franchement, sur ce point, cette image elle est juste magnifique. Et ce que j'ai d'autant plus aimé dans cette image, c'est que il y a cette scission là entre les Mugiwara les plus âgés et les Mugiwara les plus jeunes. Étant donné que les Mugiwara les plus jeunes, on les retrouve directement devant les écrans, comme si vous devez entrer dans les écrans, étant donné que parmi les Mugiwara les plus jeunes, on retrouve Nami, Usopp, Chopper, Luffy, Sanji qui est en train de servir des boissons et Zoro qui est en train de boire à tue-tête. Bon, lui n'est pas trop concerné par ce qui se passe sur les écrans, il est en train de boire à tue-tête comme à son habitude. Et de l'autre côté, parmi les Mugiwara les plus âgés, on retrouve Brook, Jinbei, Franky et Nico Robin. Franchement, avec ce groupe-là, tu as vraiment une sensation de beaucoup de maturité, beaucoup de calme, beaucoup de vécu. Ils sont en train d'observer les plus jeunes et tout. Franchement, j'aime particulièrement ce groupe-là, même si voilà, ils ont quand même des caractères quand même assez atypiques. Mais c'est un groupe que j'aime quand même assez particulièrement, étant donné que, globalement, eux tous là, ce sont des gars qui, dans leur vécu, ils ont énormément souffert et ils ont plus de, on va dire, de sensibilité pour comprendre les souffrances des autres. Bon, il n'y a pas énormément d'autres choses à ajouter vis-à-vis de cette colosse prête. Elle m'a extrêmement plu, étant donné qu'elle était très rafraîchissante. Du coup, on va passer à la page de couverture de ce chapitre qui, elle, est représentée avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato qui continue. On est au 30e épisode et on a une Yamato donc qui non seulement a réussi à récupérer le Nidai Kitetsu, on l'a eu dans les chapitres précédents, mais en plus de ça, elle a réussi à sauver Pejuan et Ulti déjà en tabassant Uzu qui les avait capturés. Bon, moi j'ai toujours dit que moi ça me semble un peu suspect. J'aimerais savoir comment Uzu s'y est pris pour capturer à la fois deux Tobiropo comme lui, deux ex-Tobiropo comme lui qui étaient donc Pejuan et Ulti. Et maintenant, j'aimerais aussi souligner la fraternité entre Pejuan et Ulti. C'est vrai que durant l'arc Wano, ça avait déjà été
assez bien souligné quand même, mais là tu sens vraiment cette fraternité là. Pourquoi je parle de ça? Eh bien c'est parce que très récemment là l'auteur Eiichiro Oda ne fait que lâcher des informations sur, en tout cas en ce qui concerne Peijo Neuchi, étant donné qu'il nous a parlé de son père, de leur père qui était Anafunda. Et donc là, on nous montre pourquoi leur fraternité est aussi forte, entre guillemets. Donc du coup, j'ai aussi apprécié cet aspect-là. Et donc là, on va entrer en plein dans l'analyse et la revue du chapitre 1145 de One Piece. Étant donné que le chapitre 1145 de One Piece commence avec l'intrigue qui est développée dans le monde des ténèbres de cette île d'Elbaf. Alors, j'aimerais quand même souligner un truc. J'ai l'impression que depuis que cet arc Elbaf a commencé, il y a quand même un certain accent mis sur l'équipage des Rocks, sur l'équipage de l'ancien temps. Et moi, je trouve ça quand même assez cool et assez particulier parce que je trouve que l'équipage des Rocks n'est pas assez développé pour qu'on ait des informations qu'on va dire assez croustillantes ou en tout cas qui apporteraient des réponses pour le développement de One Piece. Et là, avec cet arc d'Elbaf, j'ai l'impression que, et j'ai même la sensation que l'auteur va développer l'équipage des Rocks justement directement dans cet arc Elbaf. Et ça, c'est vraiment pas pour nous déplaire. Justement, on va commencer avec ce développement sur cet équipage des Rocks là. Dans ce chapitre, on y reviendra un peu plus tard. Et donc, le chapitre 1145 de One Piece, comme je l'ai dit, ça commence avec ce qui se passe dans le monde des ténèbres d'Elbaf, étant donné qu'on retrouve Sanji, Zoro et Goldberg qui sont allés chasser pour essayer de débusquer de la viande pour donner à Loki pour accélérer sa guérison. Bon, la viande, c'est une idée de Luffy, mais entre guillemets, si on y réfléchit un peu 2 secondes, on va se rendre compte que c'est quand même normal. Il faut qu'il mange, que ce soit Loki ou même les autres, étant donné que Luffy n'a pas réellement participé à la fête, tout comme Zoro. Donc, il doit avoir le ventre vide, donc c'est assez normal qu'il mange. Du coup, ils vont se taper face à un dinosaure ou c'est un quoi. Bon, bref, je n'ai pas retenu son nom. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, ils vont se taper face à un dinosaure assez géant quand même, qui est assez géant, même pour les géants, étant donné qu'on a un Goldberg là, qui est assez petit quand même, face à ce dinosaure. Contre toute attente, Goldberg va nous sortir un bouclier. Ce bouclier il est assez spécial, étant donné que c'est un bouclier Omis. Et c'est là qu'on se rend compte un peu à quel point Big Mom, dans ses attaques, dans ses techniques, était assez diversifié et extrêmement puissante. Son fruit du démon, il est extrêmement puissant. Étant donné qu'on a un Omis là de Big Mom qui sert de bouclier à Goldberg, et le Omis de Big Mom là, c'est-à-dire le bouclier de Goldberg, il est assez puissant car il a réussi quand même à briser les dents d'un dinosaure. Je sais pas si on s'en rend compte. Et quand on regarde aussi, on fait la comparaison avec les autres Omis de Big Mom, par exemple Zeus qui est le commandant en chef des Omis de Big Mom, qui est super puissant, parce que je ne pensais pas que Zeus était le commandant en chef des Omis de Big Mom. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait une hiérarchie, mais là je me rends compte qu'il y a une hiérarchie dans les attaques de Big Mom. C'est justement pour ça que je vous disais que sur cet arc d'Elbaf, les Rocks sont assez développés quand même. Et justement, pour m'arrêter à Big Mom, Goldberg va dire que ce bouclier-là, il a eu lorsque son père, en tout cas le père de Goldberg, est allé attaquer Big Mom. Bon, déjà, on va se poser une question. Quand est-ce que le père de Goldberg est allé attaquer Big Mom et où? Bon, déjà, pour où? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est sur Elbaf. Et je suis persuadé que ce n'est pas il y a 63 ans lorsque Big Mom tuait Yorl. Non, pas du tout, je ne pense pas. Je pense que c'était bien après, parce que même si c'est à cause du fait que Big Mom a tué Yorl que les géants d'Elbaf, tout Elbaf déteste Big Mom et tous les géants même en général détestent Big Mom. Mais je pense que c'est après, étant donné qu'on sait que Big Mom a sans doute dû revenir sur Elbaf car elle voulait faire marier sa fille Lola à Loki, le prince et des géants d'Elbaf. Du coup, je pense que c'est plus ou moins à cette période-là que Big Mom serait revenu sur Elbaf et que les guerriers d'Elbaf se seraient battus face à Big Mom. Et donc, c'est potentiellement en ce moment que Goldberg aurait hérité de ce bouclier Omis. Maintenant, parlons un peu de Zoro et Sanji. Franchement, les gars, j'ai été globalement déçu de la prestation de Zoro et Sanji dans ce chapitre, étant donné que pour abattre un seul dinosaure, ils ont été obligés de combiner. Franchement, ça m'a quand même assez déçu, surtout le personnage de Zoro. Pourquoi? Parce qu'il a eu besoin de l'aide de Sanji pour se propulser dans les airs et il a attaqué le dinosaure et il lui a coupé la tête. J'ai même eu l'impression que Zoro a utilisé la même technique qu'il a utilisée pour vaincre King, étant donné que c'est littéralement la même position, la même posture qu'il avait lorsqu'il avait vaincu King. Heureusement, j'ai envie de dire encore heureux que Zoro n'ait pas utilisé de technique nommée pour justement vaincre ce dinosaure non random. Voilà. Franchement, j'ai été globalement déçu
de la prestation de Zoro et Sanji et principalement de la prestation de Renoir Zoro. Maintenant, pour en revenir sur la rivalité entre Zoro et Mihawk, franchement, je sais que je vais être potentiellement choquant et je sais que je vais potentiellement provoquer le départ du contenu de cette suivi de vidéos parce que franchement pour moi hein, les gars, rien que pour moi je me pose la question, est-ce que Zoro va-t-il réellement atteindre le niveau de puissance de Mihawk un jour dans l'univers de One Piece? Franchement les gars, je ne pense pas. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, Zoro, il est trop loin du niveau de puissance de Mihawk, pardon. Il est trop loin du niveau Yonko, le personnage de Renoir Zoro. Franchement, rien que une simple illustration, imaginez un peu si à la place de Zoro, tu avais Trafalgar Law devant les dinosaures. Roum, froup, il te découpe les dinosaures tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais là, Zoro, franchement, pour moi, franchement, on va dire, c'est dans mes convictions, c'est dans ma perception de l'œuvre One Piece. J'ai pas l'impression, même s'il a dit qu'il rêve de devenir le meilleur sabre au monde, franchement, je doute quand même au fond que Zoro atteigne un jour le niveau de Dracul Mihawk au vu de la puissance du meilleur sabre au monde. Bref, ça ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, parlons de l'élément le plus important de ce chapitre. Parlons de ce que nous attendons nous tous, étant donné qu'on retrouve un Loki qui est toujours sous traitement. Tu as une guerre qui est toujours en train de soigner Loki et tout le monde fait un peu de son mieux pour que Loki aille mieux sous ordre de Luffy. Bon, là, il n'y a pas de souci. Et donc, tu as le groupe de Zoro qui va revenir avec le dinosaure pour nourrir Loki, étant donné que c'est ce qui était prévu de base. Comme je l'ai dit, Loki avait besoin de s'alimenter. Il n'y a pas que Loki, même le reste là, les Mugiwara qui sont présents là actuellement et même le nouvel équipage des gens, tous avaient besoin de s'alimenter. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le dialogue qu'on aura dans ce chapitre. Étant donné que tu as déjà un Loki qui dans un premier temps va dire qu'il ne peut pas révéler l'emplacement de Shanks, étant donné que Luffy ne l'a pas complètement délivré car il manque une chaîne sur le pied de Loki. Bon, justement en parlant de cette minute-là, moi je pense que nous tous on pensait que grâce à Arachne, Loki allait réussir à briser cette minute-là. C'est à croire que les minutes en granit marin sont indestructibles. Je ne sais pas parce que pour moi il y a un truc, moi je me dis toujours que les utilisateurs de Haki, même lorsqu'ils sont enchaînés par du granit marin, ils se retrouvent entravés étant donné qu'ils n'arrivent pas à utiliser leur Haki. La seule personne qui avait réussi à se défaire, je sais pas, c'était Rayleigh. Je sais pas si sur l'archipel des Abondis ces minutes étaient en granit marin, mais bref, on peut remarquer que voilà, le granit marin c'est une substance qui mérite quand même un peu plus de développement parce que moi je pensais, comme nous tous d'ailleurs, on pensait tous que Loki grâce à Arachne allait réussir à briser l'autre chaîne la dernière minute. Mais bref, le plus important c'est que tu as un Loki qui va remarquer l'admiration sans borne de Luffy pour Shanks et Luffy va remarquer aussi que Loki a remarqué cette admiration. C'est d'ailleurs pourquoi Luffy va demander à Loki, toi aussi y a-t-il quelqu'un que tu admires autant que moi j'admire Shanks? C'est à quoi Loki va répondre oui. Et là on a un flashback sur le passé de Loki et on va se rendre compte que Loki aurait potentiellement rencontré Rox Dick Zebek lorsqu'il était petit. J'ai dit potentiellement, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, Zebek n'a pas été mentionné, on ne sait pas si c'est lui ou pas. Bon, ce qui nous pousse à croire que c'est Xebec, c'est parce que Barbe Blanche était présent et on a un Barbe Blanche qui semblait, on va dire, suivre Xebec, qui semblait obéir à ce personnage-là. Et donc, comme Barbe Blanche faisait partie des Pirates des Rocks, on pense donc tous que c'était Xebec. Bon, comme je l'ai dit, il y a énormément de choses à dire vis-à-vis de ça. Déjà, si Loki admirait Xebec autant que Luffy admirait Shanks, on peut se poser la question sur la moralité de Xebec. Est-ce que Xebec c'était réellement un pourri? Bon, au vu de Loki, si on essaie de faire un parallélisme entre Loki, Xebec et Luffy Shanks, on se rend compte que si Luffy est, on va dire, foncièrement gentil, c'est peut-être parce qu'il suit son mentor Shanks, qui lui aussi était foncièrement gentil. Maintenant, Loki, quand on voit son caractère, il n'est pas nécessairement méchant, mais on peut pas dire qu'il est foncièrement gentil. Maintenant, on doit donc se poser la question, comment est-ce qu'était Xebec? Est-ce que c'était réellement un méchant? Moi, je vous ai toujours dit que moi, j'en doute quand même. Étant donné que dans son dialogue même, il dit à Loki que je n'ai pas fait tout ce parcours pour venir me faire importuner par un gamin. Bon, tu sens qu'il y a un parcours, il y a un background, il y a un objectif à atteindre pour le personnage de Xebec et il ne veut pas être perturbé par un gamin. Mais les gars, malgré que ce soit encore difficile de déterminer la réelle moralité du personnage de Rox Dick Xebec,
pour moi, c'était pas un méchant, étant donné que tu as la sensation que le personnage de Zebek, c'était un missionnaire anti-gouvernement mondial. Tu as la sensation que le mec avait les secrets du gouvernement mondial et il connaissait c'était quoi le One Piece. D'ailleurs, moi, je vous avais déjà dit que pour moi, Zebek était plus important que Goldie Roger. Pourquoi? Parce que là où tu as un Goldie Roger qui aujourd'hui est reconnu en tant que le pirate le plus recherché de l'univers de One Piece. Il a une prime, la prime la plus haute dans l'univers de One Piece en tant que pirate, bien sûr. Parce que on sait que Dragon, c'est potentiellement le perso le plus recherché. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais de l'autre côté, tu as un Zebek que le gouvernement mondial a préféré effacer. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai sorti ma théorie selon laquelle le personnage de Rock Dick Zebek avait lui aussi mangé le fruit du gom-gom. C'est-à-dire, il avait réussi à développer le Hito Hitonomi et atteindre la forme Nika. C'est pourquoi pour moi le personnage de Zebek, le gouvernement mondial a juste voulu l'effacer parce que pour moi là-bas le seul personnage, le seul gars que le gouvernement mondial veut effacer, c'est Joy Boy. Pour moi c'était une pseudo réincarnation de Joy Boy, c'était une pseudo réincarnation de Nika, le personnage de Rocksteady Zebek. Moi j'aimerais vraiment qu'on le développe un peu plus parce que pour moi voilà, moi je l'ai toujours dit, Roger n'était pas la star parce que si tu étais la star, normalement c'était toi qu'on devait effacer, mais Roger n'a pas été effacé, c'est lui qui a été mis en avant contrairement à Rocksteady Zebek. Et maintenant, de l'autre côté, on peut aussi remarquer que c'est un gars qui se donne complètement à fond étant donné que le mec il a utilisé quand même une lame face à Loki. D'ailleurs, Barbe Blanche va le mentionner. Barbe Blanche va mentionner comme s'il était essayé de souligner la cruauté de Zebek. Bon, là, on peut penser que c'était un gars qui était quand même super cruel. Mais autre chose qu'on peut remarquer, c'est que, comme Barbe Blanche semblait quand même obéir à Zebek, peut-être que Zebek avait une sorte d'autorité sur ses commandants. De l'autre côté, il faut aussi noter, parce que je pense qu'on ne comprend pas trop cette histoire-là de temporalité, d'âge vis-à-vis des personnages des BAF. Loki, malgré le fait qu'on dit qu'il était enfant, je tiens quand même à vous rappeler que Loki n'a que 10 ans de moins que Barbe Blanche. Alors, relativement, on va dire que 10 ans de moins que quelqu'un, c'est plus ou moins énorme. Mais quand on regarde dans le fond, si réellement à cette époque-là, Barbe Blanche avait, disons, une trentaine d'années, disons 30 ans, Loki devait normalement avoir à la même période-là 20 ans, malgré le fait qu'il était petit. Donc, lorsque Barbe Blanche dit que ce n'est qu'un enfant et tout, déjà, tout ce que je sais, c'est que Loki est déjà plus âgé que Kaido. Kaido a 59 ans, Loki, lui, il en a 63. Big Mom, elle en a 68. Donc, les âges, malgré le fait qu'on dit que Loki, aujourd'hui, à cette période-là, il était trop jeune, malgré le fait que lui-même, il a dit être trop jeune. Il est né un peu trop tard. Loki, quand même, il faut comprendre que c'est relativement à l'âge des géants. Parce que, et c'est pourquoi d'ailleurs moi je soulignais la relation Gaban-Ripley et je disais déjà que la relation Gaban-Ripley elle était assez insolite parce que lorsque Gaban rencontre Ripley, étant donné que Ripley actuellement a 80 ans, lorsque Gaban rencontre Ripley, Ripley c'est une ado, Ripley avait 40 ans et vis-à-vis de la perspective des géants, 40 ans pour les géants, c'est l'âge ado, c'est l'âge ado, je peux pas dire autrement. Donc du coup, Gaban qui lui il était déjà un vieux père. Bref, je vais pas m'attarder sur ça. Et donc je pense qu'on a globalement fini avec la partie sur le personnage de Rocksteady Zebek. Attendons à voir avec les informations qui pourraient être ajoutées en complément avec ce personnage. Mais moi, il me hype de fou. Et pour moi, le personnage de Zebek, il annonce le début de la fin. Là, si on commence à le développer, il annonce le début de la fin. Maintenant, j'aimerais aussi parler du personnage de Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'est un personnage que je n'ai pas souvent mis en avant, mais il faut quand même qu'on le mette en avant, étant donné que, pour moi, c'est Barbe Blanche, on va dire la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération, étant donné que Barbe Blanche, il connaît littéralement tous les grands et gros personnages les plus puissants de One Piece qui ont fait partie de l'ancienne et la nouvelle génération. Et Barbe Blanche connaît aussi l'histoire du siècle oublié, étant donné que le mec, Roger lui a certainement tout raconté. Donc le personnage de Barbe Blanche, c'était littéralement une encyclopédie vivante. Le mec, il connaît Roger, Zebek, Loki, malgré le fait que Loki était encore jeune. Il connaît Luffy, il a fait Marineford avec Luffy. Il connaît Barbe Noire, il connaît Shanks, il connaît Mihawk. Bref, Barbe Blanche, il connaît tous les pirates les plus puissants, en tout cas tous les personnages qui vont certainement faire bouger le monde de One Piece dans les futures années. Et il est même possible que le personnage avait aussi
quelque chose sur Monkey D. Dragon. Là, c'est encore à voir. Mais bref, le personnage de Barbe Blanche, franchement, il est très très intéressant et lui aussi cache énormément de secrets dans l'univers de One Piece. Bon, on va pas s'attarder, sinon cette partie sera extrêmement longue. Du coup, on va essayer de terminer le chapitre. Bah, à la fin, il n'y a pas énormément de choses intéressantes qui se passent. Sauf que, bah, tu as quand même les monstres issus des rêves, des cauchemars des enfants vont attaquer les géants d'Elbaf, Dory et Borghi, vont s'en charger. Et puis tu as Gaban qui va affronter Loki et il va encore nous souligner la puissance de Loki, c'est-à-dire la puissance du vrai Loki, en nous disant que bah, si les enfants avaient réellement connu Loki, si les enfants savaient de quoi était réellement capable Loki, le monstre qu'on a eu là, bah, il serait beaucoup plus puissant que ça. Ce qui nous montre aussi une faille des pouvoirs de Gillingham, étant donné que la puissance des créatures issues des rêves suite au pouvoir de Gillingham est proportionnelle à la profondeur de l'imagination du personnage qui a subi le pouvoir de Gillingham. Bon, je pense que c'était un peu logique, même si je m'étais déjà posé la question, est-ce qu'il y a une limite au pouvoir de Gillingham? Bon, moi, je pensais que la limite au pouvoir de Gillingham, c'était la limite de la puissance de Gillingham, la limite de son acquis, c'est-à-dire les créatures issues des rêves qu'il fait surgir ne peuvent pas être plus puissants que lui, ou en tout cas ne peuvent pas être plus puissants que le acquis que lui, il peut déployer. Mais là, on se rend compte que c'est proportionnel, on va dire, à la profondeur de l'imagination de celui qui subit la technique de Gillingham. Bon, il fallait bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un coin faible à cette technique parce que voilà, le fruit du démon de Gillingham, il est quand même assez puissant, il est quand même surpuissant. Et donc, on a un Gaban donc, qui va réussir à détruire assez facilement le monstre de Loki et il va remarquer qu'il y a quand même 3 voies qui sont quand même assez suspectes et assez dangereuses. Et donc, lui, il va essayer, je pense, étant donné que ça n'a pas été dit dans le chapitre, mais je pense qu'il va essayer d'aller rejoindre ces 3 voies-là. Du coup, les flammes ne feront que se propager. Les flammes qui sont survenues suite à l'attaque de Loki sur l'arbre d'Yggdrasil, ça ne fera que se propager. Les enfants qui sont toujours sous le contrôle des chevaliers du vent ne vont que se diriger sur ces flammes-là. Et donc, tu as les les pompiers qui vont essayer d'éteindre ces flammes-là, mais en vain, étant donné que bah, leurs attaques, ou en tout cas leur méthode n'est pas assez bonne. Du coup, tu as un Jinbe donc, qui va arriver là, il va utiliser une technique voilà, propre aux hommes poissons, il va réussir à éteindre l'incendie du district là. Bref, bon les gars, en fait là je viens de me rendre compte que je viens de dire une bêtise sur les pouvoirs de Gillingham. En fait, la limite des pouvoirs de Gillingham lorsqu'ils sont appliqués à un personnage, c'est l'imaginaire. C'est que là on a affaire à l'un des pouvoirs du fruit du démon les plus puissants de l'univers de One Piece. Et c'est même pas une blague. Pourquoi je le dis? Eh bien, on sait que là, actuellement, les pouvoirs de Gillingham sont appliqués sur des enfants. Et on sait que la limite de la peur des enfants, bah, ça se limite à ce que leurs parents sont capables de combattre. C'est-à-dire, bah, les monstres qui sont issus de l'imaginaire des enfants, pour moi, leur puissance est proportionnelle à ce que leurs parents sont capables de combattre. Et maintenant, comme Gaban l'a dit un peu plus tôt, bah, si c'est que les enfants avaient réellement conscience de ce qu'était réellement capable Loki, bah, là, on aurait affaire à des monstres vraiment surpuissant, vraiment surpuissant. Ce que je veux dire, c'est que si à la place des enfants, ce pouvoir était appliqué, par exemple, à un ado qui lui a certaines connaissances sur le monde, il connaît le Fenrir, il connaît la puissance de Loki, il connaît, bref, grâce à ses lectures et son vécu, il connaît la puissance normalement de ces monstres-là. Bah, on aura affaire là à autre chose. Imaginez donc un ado a pour peur le personnage de Loki, eh bien, il s'endort et puis, bah, Gillingham applique son pouvoir. Là, on aura affaire à un Loki bien vivant et bien, avec toute sa puissance. Et là, ce serait vraiment une grosse dinguerie. C'est pourquoi je vous dis que les pouvoirs de Gillingham, c'est vraiment une vraie dinguerie parce que là, c'est presque sans limite. Plus ton imagination va loin, pas plus tu es puissant. Et là, le personnage de Gillingham, bon, pas plus tu es puissant, plus le monstre issu de ton imagination est puissant. Et donc là, le personnage de Gillingham, attention, vraiment attention parce qu'il va représenter une vraie grosse menace. Et j'aimerais aussi noter que Rhodes, franchement, il est super grand. Et c'est lui le seul qui en taille peut rivaliser avec Loki. Le mec, il est vraiment super grand, Rhodes, lorsqu'on le voit là debout. Bref. Du coup, le chapitre va se clôturer avec un Gunko qui va apparaître sur le navire de Kolong devant les pirates de Kolong. Vous savez, les derniers Mugiwara, c'est-à-dire Jinbe, Nami, Usopp. Et donc, tu as donc une Gunko qui va apparaître là et qui va se dire que il y avait encore un enfant d'Elbaf qui est échappé
au contrôle des chevaliers divins et tout. Et donc, je suppose que comme Gunko est apparu, étant donné qu'on l'avait vu un peu plus tôt avec Somers, donc je pense que Somers va rejoindre Gunko. Et donc, Gunko et Somers vont affronter ce petit groupe-là, c'est-à-dire les Mugiwara et Kolong. Et bon, comme beaucoup avaient potentiellement prédit le fait que Kolong allait se faire lever, peut-être que Gunko et Somers vont réussir à vaincre ce groupe-là et à lever justement Kolong. Et là, ça va potentiellement lancer définitivement cet arc d'Elbaf. Parce que là, jusqu'à présent, je ne vois pas réellement quel est l'enjeu de cet arc d'Elbaf. Je ne vois pas réellement quelle est l'intrigue. Je ne vois pas pourquoi Gaban est là, parce que beaucoup se sont, on va dire, un peu enflammés lorsque Gaban, au chapitre précédent, arrivait sur le fond. Moi, je me posais la question, il arrive pour qui? Est-ce qu'il y a réellement un ennemi puissant pour affronter Gaban? Bah, moi, je comprenais pas pourquoi les gens s'enflammaient. Maintenant, là, je sais pas, s'ils enlèvent Kolong et qu'ils l'amènent, bon, là, ça peut être intéressant, mais pour le moment, là, il y a encore trop rien qui est intéressant. Et là, est-ce qu'on va avoir un Usopp versus Gunko ou bien une amie versus Gunko, peut-être les deux versus Gunko, peut-être que Jinbei il va s'occuper de Somers et tout. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère que vous aurez plu. C'est vrai qu'elle a été particulièrement longue, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Check la vidéo à l'écran, like, c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace, les bros. After.